9h23 sur TV Finance et Boursorama et on refait la semaine économique avec Philippe Bechade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va parler cette semaine du formidable mois de janvier qu'on a connu sur les marchés avec des scores boursiers très très hauts. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle variation entre une fin d'année qui a connu deux corrections et puis ce rallye de début d'année? Ce rallye, en fait, quand on regarde sur un graphique, on voit un exemple parfait de ce qu'on appelle un V-bottom, donc rebond en V, amorcé le 24 décembre dernier. Alors 24 décembre, c'était pas un cadeau, mais ce qui a suivi, c'est presque le scénario parfait. C'est plus de 10% de rebond pour le CAC 40 depuis les planchers. C'est 17% de rebond pour le Nasdaq. Nasdaq qui hier en séance, aux alentours de 19h, affichait exactement 10% depuis le 1er janvier, quand on était passé au-delà des 7300 points. C'est une performance comme on n'en a pas observé depuis, je crois, février-mars 2016. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, inversion complète de la psychologie des opérateurs. Alors, pas au départ, parce qu'on se dit c'est un rebond de chat mort, peut-être, pour de nouveau attaquer une vague de baisse. Et puis, d'un seul coup, quand on commence à gagner 7-8%, d'un seul coup, ceux qui n'ont pas acheté parce qu'ils n'y croyaient pas sont obligés d'y aller, et là, d'y aller, comme on dit, un petit peu à tout prix. Donc, on est dans un contexte où tout monte, pas seulement les actions, mais aussi les marchés obligataires. On a des taux qui ont atteint des niveaux qu'on avait pu observer depuis l'été dernier. On est redescendu à moins de 0,15 sur les Bunds allemands. On est à 0,55 sur nos OAT. Tout monte depuis le 1er janvier, en fait. Donc voilà, c'est des phénomènes de flux, et on peut évidemment pas rapprocher ça d'une actualité macroéconomique. Oui, c'est ça. Enfin, les analystes, c'est ce qu'ils disent, c'est que de plus en plus, c'est lié à des variations microéconomiques, à des variations peut-être d'entreprises, en ce moment des résultats exceptionnels des GAFA, notamment. Mais sur le fond, la politique la guerre commerciale, ce n'est pas encore arrangé. En Europe, c'est pas très beau non plus. Donc c'est plus des variations microéconomiques. Je dirais, c'est vraiment des phénomènes de flux. Or, quand il y a un flux, on n'entend plus du tout l'actualité et on ne considère plus les données macroéconomiques. Ces données-là sont pourtant aujourd'hui d'une clarté absolue. Ralentissement chinois, ralentissement allemand, à une croissance passée de 1,8 à 1% en l'espace de 6 mois. La consommation en Allemagne qui plonge littéralement au mois de décembre. Au mois de décembre, vous vous rendez compte, moins 4,8 en séquentiel par rapport à novembre. Voilà, moins 2 par rapport à décembre 2017. Et en plus de ça, comme vous dites, sans les gilets jaunes, parce que les moins 4,5% de consommation, c'est ce qu'on nous promettait. Le petit commerce allait fermer en centre-ville, les grandes surfaces, il n'y a plus un caddie qui allait en sortir. Enfin, on nous a raconté absolument n'importe quoi. Et le fait est que la consommation en France s'est maintenue, et que si effectivement c'était difficile en centre-ville les samedis, les autres jours de la semaine, les commerçants se sont bien rattrapés. Donc il ne s'est pas passé grand-chose en France, ça se passe en Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est exposée à la Chine. Donc ces espèces de choses absolument énormes, ces éléphants dans le corridor, le marché ne les voit plus. Monsieur Trump, les nouvelles sont toutes fraîches en ce qui concerne les négociations avec la Chine, nous annonce hier qu'on aura probablement trouvé un accord d'ici le 1er mars, mais pour l'instant tout n'est pas encore écrit. Donc on peut réserver des surprises. Donc quand le marché ne voit pas les fondamentaux ou ne focus que ce qui peut justifier la tendance, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver a posteriori l'explication de la hausse de la tendance, aujourd'hui on a effectivement quelques bons trimestriels, ça c'est vrai, mais n'oublions pas de dire que les estimations ont été largement sous-évaluées. Parce que d'abord elle est un petit peu réaliste, les choses vont un peu moins bien, mais derrière on se dit, et en plus de ça, si les résultats sont bons, il y aura un effet, comme d'habitude, de ravissement. Donc là, on est en train de sous-évaluer aussi 2019 en disant on va peut-être s'attendre au pire pour après avoir peut-être une bonne nouvelle l'année prochaine.
peut-être qu'on est un peu trop pessimiste sur la conjoncture 2019. Néanmoins, quand on regarde la structure des marchés obligataires, on voit par exemple hier les taux longs se détendre aux États-Unis une nouvelle fois avec de mauvais chiffres. Là hier, on a eu l'immobilier, on a eu des choses comme ça qui étaient vraiment pas. Et puis le sentiment des consommateurs qui a dévissé. Donc on est raisonnablement prudent. Mais qu'est-ce que nous disent les marchés obligataires? Hier, c'est carrément le 7 ans dont le rendement a basculé à son tour sous le 1 an. C'est-à-dire que l'inversion de la courbe de taux, elle est de plus en plus générale. Voilà. Et ça, c'est une configuration évidemment très récessionniste. Et là, on ne peut plus nous dire les taux s'inversent ou les taux se détendent parce que, regardez, ça va tellement mal sur les actions que tout le monde vient chercher refuge sur l'obligataire. Naturellement, flight to quality. Mais non, là, les actions, elles viennent de reprendre 15% aux États-Unis. Donc là, si les taux baissent, c'est pas parce qu'on se fasse réfugier sur l'obligataire. Les taux baissent bien parce que cette fois-ci, on est dans une anticipation de récession qui est peut-être, alors j'en suis d'accord, elle est peut-être erronée. Enfin, historiquement, les marchés obligataires se sont rarement trompés.